Salam alaikum, bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je vais traiter un autre exercice. Alors, le titre c'est Étude d'un mur de quai à redans. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un mur à redans? Voici un exemple. Voici un exemple de mur à redans. Alors, les redans, c'est quoi? C'est cette forme d'escalier. D'accord? Quel est l'intérêt? C'est ce que nous allons voir au niveau de cet exercice. Bien, donc là, voici le mur qu'on va traiter. Pour comprendre l'exercice, je vais illustrer les différentes étapes de réalisation. Donc, première étape, c'est l'étape initiale. On ne peut pas dire que ça, c'est une première étape, c'est l'étape initiale. Donc là, ce trait représente le fond marin. Donc, nous sommes en milieu marin. Donc là, c'est la mer. Et le niveau de l'eau, il est ici. Bien, première étape, construction du mur. Donc voici le mur. Alors, la fondation, elle est encastrée dans le terrain naturel, dans le fond marin. Voici les redans. Donc, c'est un mur à écran en redans. Okay. Étape suivante, mettre en place un remblai. Okay. Toujours le même niveau d'eau. Et on va supposer une surcharge de 10 kPa. Qu'est-ce qu'on demande dans le cadre de cet exercice? C'est de vérifier la stabilité de ce mur vis-à-vis du glissement et du renversement. Donc, nous allons commencer par déterminer le diagramme de poussée. Et on va commencer par la partie qui est au-dessus, c'est-à-dire le remblai qui est au-dessus de l'eau. Pour cela, nous allons déterminer ou bien définir les paramètres de calcul. Nous avons dans notre cas bêta égale 0, lambda égale arc tangente de 3 sur 6,5, et ça donne 25 degrés, phi égale 30 degrés, et pour delta, là, le delta, il représente le frottement entre le sol et l'écran. Mais nous avons ici, si je reprends cette figure, qu'est-ce qu'on a comme type de frottement ici? Tout d'abord, s'il y a un mouvement du mur, il va y avoir une ligne de glissement. C'est-à-dire une partie du sol qui est là va partir avec le mur, et une autre partie du massif, elle va rester stable. C'est-à-dire qu'il y a un détachement. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a comme type de frottement? On a un frottement de ce sol qui est là, piégé dans ce coin, par rapport au sol qui est dans le massif. Donc nous avons ce qu'on appelle un frottement sol-sol. OK? Mais lorsqu'on a un frottement sol-sol, on sait déjà quelle est la valeur du frottement. OK? Donc, lorsqu'on a un frottement sol-sol, le delta est égal à phi. Bien, je vais résumer les paramètres. Bêta égale 0, lambda égale 25 degrés, delta égale phi égale 30 degrés. Avec ces quatre valeurs, nous avons Ka gamma égale 0,473, KAQ égale 0,52 et KAC, je ne l'ai pas calculé. Pourquoi? Parce que la cohésion est nulle. À la fin, l'expression de la contrainte, c'est 0,473 par 18Z plus 0,52 par 10, ou bien 8,51Z plus 5,2. C'est l'équation d'une droite. Et pour dessiner cette droite, je dois calculer deux points qui correspondent à Z égale 0, donc sigma A gamma égale 5,2. Et la deuxième valeur de Z, ce n'est pas 4,5, c'est 4,5 sur cosinus lambda. Je vous ai dit avant que le Z, ce n'est pas le déplacement vertical, mais c'est le déplacement le long de l'écran. Sur cette diapo, voici comment se déplace Z. OK? Donc, si ce point correspond à Z égale 0, ce point correspond à Z égale cette distance. Et géométriquement, cette distance, c'est 4,5 sur cosinus lambda. Alors, nous aurons sigma A gamma égale 47,4 kPa. Maintenant, je continue. La partie du remblai qui est dans l'eau, et là, je calcule une nouvelle surcharge qui est égale à 10 plus 18 par 4,5. On trouve 91 kPa. Nous avons le même Ka gamma et le même KAQ, donc ce n'est pas la peine de les recalculer de nouveau. Et on obtient sigma A gamma égale 0,473, mais là, faites attention, j'ai pris la masse volumique déjaugée du moment que ce sol se trouve dans l'eau. Donc, 0,473 par 18 moins 10, Z, plus 0,52 par 91, ou bien
3,78Z plus 47,4. 2 points, Z égale 0, donc sigma A gamma égale 47,4 et Z égale 2 sur cosinus 25. C'est la même chose que tout à l'heure, ce n'est pas 2, mais 2 sur cosinus 25. Et là, on trouve sigma A gamma égale 55,7. On continue. Et là, on arrive au terrain naturel. Donc, nouvelle surcharge. Q égale 10 plus 18 par 4,5. Mais là, pour la partie qui est dans l'eau, je prends la masse volumique déjaugée du sol, à savoir 18 moins 10 ou bien 8. Tout ça me donne 107 kPa. Bêta égale lambda égale 0. Phi égale 25 degrés. Et là, le delta, je prends un frottement moyen puisqu'il s'agit d'un frottement sol-béton. Et je prends delta égale 16,67 degrés. Ça me donne Ka gamma égale Kaq égale 0,36. KSC, on ne va pas le calculer. Pourquoi? Parce que la cohésion, elle est nulle. À la fin, nous avons sigma A gamma égale 0,36 par. Alors là, j'ai pris gamma prime. Faites attention, nous sommes dans l'eau. Donc, gamma prime plus 0,36 par 107 ou bien 3,96 Z plus 38,5. Alors, 2 points également. Z égale 0, sigma A gamma égale 38,5 et Z égale 2,5, sigma A gamma égale 48,4 kPa. J'arrive à la poussée de l'eau, la poussée hydrostatique. Alors, là, si je mets des drains dans le mur, les drains ne servent à rien. Pourquoi? Parce que l'eau, elle est de part et d'autre du mur. Donc, l'eau ne va pas se déplacer d'un côté vers un autre. OK? Elle va rester statique. Donc, elle va exercer une poussée de ce côté-là et une poussée de ce côté-là. Qu'est-ce qu'on aura à la fin? Une poussée sur un écran incliné, une poussée sur un écran vertical. De l'autre côté, une poussée sur un écran vertical et une deuxième poussée sur un écran vertical. Alors, ce côté du mur, on l'appelle l'amont du mur. Ce côté, on l'appelle l'aval du mur. Donc, comment on calcule une poussée hydrostatique? Alors, sur un écran incliné, on a U égale gamma W, la masse volumique de l'eau, par Z, mais je rajoute cosinus lambda. Donc, application, ça me donne 9,06 Z. Je calcule 2 points qui sont pour Z égale 0, U égale 0, Z égale 2 sur cosinus lambda, U égale 20. Pour l'écran vertical, okay, nous avons U égale 10Z plus 20. Pourquoi plus 20? Parce que la poussée hydrostatique pour Z égale 0 n'est pas nulle. Donc, ça me donne pour Z égale 0, U égale 20. Pour Z égale 2,5, U égale 45. Sur la face aval du mur, côté mer, donc U égale 10Z. Là, pour Z égale 0, U égale 0. Pour Z égale 4,5, U égale 45 kPa. Voici le diagramme obtenu. Ce qui est en bleu, c'est les poussées de terre. Ce qui est en rouge, c'est la poussée de l'eau. D'accord? Juste une petite remarque. Alors, si on veut être rigoureux, on doit respecter l'échelle. Donc, 20, c'est plus petit que 38,5 et je devais le mettre ici. Même chose pour 45 par rapport à 48,4, mais ce n'est pas grave. OK? Là, je vais faire une remarque très importante. Si je regarde U2 avec U5, lorsque je vais calculer U2, je vais la calculer avec ce diagramme. Même chose pour U5. Je vais trouver la même valeur de U2 que U5. Et le même point d'application. Donc, qu'est-ce que je vais dire? U2 égale U5, mais les deux sont opposés. Donc, la force que va faire U2 sera égale à la force que va faire U5. Donc, on va dire U2 égale U5, mais opposé. Les deux vont s'équilibrer et s'annuler. Même chose pour U3 et U6. D'accord? Donc, on va écrire un commentaire et dire que les deux forces vont également s'équilibrer et elles vont disparaître. Il nous reste juste U1 et U4, mais on ne pourra pas dire que U1 équilibre U4. Pourquoi? Parce que U1 et U4 n'ont pas la même direction. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer les poussées. Ça, c'est juste pour un rappel. L'angle que fait la poussée par rapport à l'horizontale.
la composante horizontale, le Y par rapport à ce repère qu'on a déterminé, OXY. La composante, plutôt le moment, c'est-à-dire ça multiplié par ça. Ensuite, la composante verticale, le X et le moment correspondant. OK? À la fin, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer la somme des forces motrices, qui est la somme des forces horizontales. Là, ce n'est pas la somme des forces résistantes, c'est juste la somme des forces verticales. Le moment et le moment. Maintenant, il nous faut calculer le poids du mur. Alors, pour le poids du mur, il faut faire très attention. Voici notre mur, mais on va distinguer ce trait qui représente le niveau de l'eau. Qu'est-ce qu'on va dire? Les parties qui sont au-dessus du niveau d'eau sont des parties submergées, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas soumises à la poussée d'Archimède. Par contre, les parties qui sont au-dessous, les parties immergées, elles sont soumises à la poussée d'Archimède. C'est pour cela que j'ai noté W1, W2 sans la poussée d'Archimède, en plus en bleu, W3, W4, W5, mais j'ai rajouté un prime, ok, en rouge, pour ne pas oublier d'enlever la poussée d'Archimède. Je reviens au calcul. Alors, W1, W2, mais là vous remarquez que j'ai multiplié par 23. Par contre, W'3, W'4, W'5, j'ai enlevé le 10 dû à la poussée d'Archimède. Les X, bon là vous allez revenir à la figure, vous allez déterminer les X, c'est un problème de géométrie. À partir de là, on peut passer à la vérification de la stabilité au glissement. Alors, mais là, nous allons nous intéresser à U1 et U4. Je vais revenir à la diapo où on a schématisé U1 et U4. Alors, là, je m'intéresse à la composante horizontale de U1 et U4. U1 va pousser le mur dans ce sens. Donc, c'est une force motrice, il n'y a pas de problème. U4, elle va s'opposer au déplacement du mur. Mais c'est une force, et là, faites attention, c'est une force de type action. Ce n'est pas des frottements comme ici. C'est une force de type action. Donc, on va la traiter comme une force motrice, mais dans le sens opposé au déplacement. Donc, ça va être traité comme une force motrice, mais avec un signe moins. D'accord? Donc, voici ce que j'ai dit. Et là, je vais calculer la somme des forces motrices. Donc, vous voyez que là, j'ai la somme des forces horizontales plus U1 moins U4. De même, pour les forces résistantes, donc nous avons dit que les forces résistantes, c'est toutes les forces verticales que multiplie le frottement. Donc, les forces verticales, c'est les composantes verticales des poussées, plus le poids du mur, l'ensemble des poids du mur, plus U1Y. Donc, voici l'application numérique. Je multiplie par tangente delta prime. Le delta prime, c'est quoi? C'est le frottement entre le sol et le sol de fondation et la fondation. Et j'ai pris un frottement moyen. Ça me donne cette valeur. Maintenant, le coefficient de sécurité au glissement, c'est quoi? C'est les forces résistantes sur les forces motrices. C'est-à-dire cette valeur sur cette valeur. Voici le résultat. Force résistante sur force motrice. On trouve 0,87, bien sûr, comparé à 1,5, c'est inférieur. Donc, le mur, il est instable. De même, pour le renversement, il va y avoir des moments moteurs et des moments stabilisants. De même, là, les moments moteurs, nous allons voir que YU1, U1 par YU1 et U2 par YU2 s'équilibrent. Donc, nous allons uniquement somme des PX, YI. Voici la valeur des moments moteurs. Les moments stabilisants, c'est somme des forces verticales par le bras de levier, plus somme des poids par le bras de levier correspondant, plus U1Y par le bras de levier correspondant. Voici les deux valeurs qui nous intéressent.
Somme des moments moteurs, c'est 812,2. Somme des moments stabilisants, c'est 2092,4. Et le coefficient de sécurité au renversement, c'est le rapport entre les deux. Ça me donne 2,58, supérieur à 1,5. Donc le mur vis-à-vis du renversement est stable. Mais en général, du moment que le mur n'était pas stable au glissement, donc il n'est pas stable. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revoir la conception et refaire les deux vérifications. Si vous faites un changement au niveau de la conception du mur, il faudrait refaire tout le calcul. Là, j'ai juste rajouté une première solution qui n'affecte pas les calculs. C'est d'adopter une bêche. Nous avons vu ce que c'était que la bêche. Ça nous permet de passer d'un frottement moyen au niveau de la fondation à un frottement parfait. Alors, pour cela, on va refaire le calcul du coefficient de frottement au glissement, du coefficient au glissement, et on passe de 0,87 à 1,35, mais on est toujours insuffisant vis-à-vis de la stabilité. Donc, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? De refaire quelques changements au niveau de la conception et de refaire la vérification. Sur ce, je termine. Je vous remercie, mais n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de liker. Maintenant, si vous avez quoi que ce soit comme question ou bien commentaire, n'hésitez pas, il y aura toujours une réponse. Merci.